Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable honneur pour moi d'ouvrir cette nouvelle session du programme NASPAT Séminaire, un espace de réflexion et de débat que nous consacrons aujourd'hui à un thème d'une importance majeure, le handicap, et plus particulièrement la réadaptation à base communautaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire quelques mots sur l'institution qui porte cette initiative. Le LASPAT, ou Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, est un laboratoire de recherche interdisciplinaire rattaché à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il s'intéresse à des thématiques qui traversent profondément nos sociétés, la gouvernance, les dynamiques démocratiques, les violences, les rapports de genre, les situations de vulnérabilité, ainsi que la question du handicap au cœur de notre rencontre aujourd'hui. Le LASPAT ne se limite pas à la production scientifique. Il place également au centre de ses missions la formation, l'accompagnement des jeunes chercheurs et la diffusion des savoirs. Les séminaires qu'il organise sont conçus comme des lieux de dialogue, de partage et de construction collective de connaissances. Ils permettent de mettre en lumière les travaux de recherche émergents tout en créant des ponts entre le monde académique, les acteurs de terrain et le grand public. Après cette brève présentation du laboratoire, je me permets à mon tour de me présenter. Je m'appelle Pape Samba Sidibé, doctorant à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mes recherches portent sur la protection des personnes handicapées au Sénégal, un sujet à la fois complexe, sensible et profondément humain. La réadaptation à base communautaire au Sénégal constitue un levier essentiel pour rapprocher les services de rééducation, d'insertion, d'autonomisation des personnes handicapées. Elle a permis des avancées significatives en mobilisant les communautés, en renforçant les acteurs locaux et en améliorant la coordination intersectorielle. Cependant, ces progrès restent fragiles. Disparités territoriales marquées, ressources humaines limitées, financement insuffisant et coordination encore perfectible. L'enjeu majeur est désormais de consolider la gouvernance, d'assurer une couverture équitable du territoire et de garantir la durabilité des interventions. Ce séminaire est un moment privilégié pour croiser nos expertises, confronter nos perspectives et approfondir la compréhension des enjeux. J'espère qu'il permettra de dégager des pistes d'action concrètes en faveur d'une société plus inclusive, plus égalitaire et respectueuse des droits de chacun. Pour aborder ces différents enjeux, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Deïda Gueye, experte sénégalaise en développement communautaire, éducation inclusive et droits des personnes handicapées. Madame Gueye est présidente d'honneur du comité des femmes handicapées du Sénégal, innovatrice de Ashoka pour l'intérêt public depuis 2002. Elle est membre du conseil d'administration d'Humanité et Inclusion, ex-Handicap International, et ancienne chef de division de la réadaptation médico-sociale à la Direction générale de l'action sociale de 2012 à 2016. Figure majeure du mouvement des femmes handicapées, elle a fondé la section
féminine de l'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal et présidé le comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées jusqu'en 2020. Conférencière internationale, elle a représenté le Sénégal dans de nombreux forums mondiaux. Elle est aujourd'hui une référence en Afrique de l'Ouest sur l'inclusion, le leadership féminin et l'autonomisation des personnes handicapées. Le décor étant campé, Madame Dagegay, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. C'est pour moi un honneur et un devoir agréable de vous faire la présentation sur le thème de la RBC au Sénégal. Merci beaucoup, Pape Samba, pour cette présentation et merci à toute votre équipe pour la confiance placée en ma modeste personne. Introduction. La réadaptation à base communautaire développée par l'OMS à la fin des années 70 est née de la nécessité d'apporter des services de réadaptation décentralisés, accessibles et participatifs. Elle constitue une approche multisectorielle mobilisant la santé, l'éducation, l'inclusion sociale, les moyens d'existence et l'autonomisation. Donc, comme on l'a si bien dit, la RBC, c'est une stratégie développée par l'OMS. C'était pour décentraliser les services, faire participer les acteurs par rapport donc à tout ce qui peut vraiment améliorer les conditions de santé, d'éducation, d'inclusion sociale, etc. Fondement de la RBC. Donc la RBC vise surtout l'inclusion et la participation active. L'approche est multisectorielle parce qu'on a parlé tout à l'heure de santé, d'éducation, d'inclusion, d'autonomisation. Donc, il faut aussi surtout la mobilisation communautaire. La santé, si on parle de la santé n'est pas seulement l'affaire des spécialistes, mais c'est l'affaire de tout le monde. Donc, il y a aussi l'autonomisation, je crois qu'on va en revenir, l'utilisation optimale des ressources locales, que les problèmes que rencontrent les personnes handicapées, les personnes qui sont dans ce besoin-là, que ces problèmes puissent avoir leur résolution d'abord au niveau des ressources locales, que la société, la communauté puisse trouver ce qu'elle possède en matière de résolution de ces problèmes. Et évidemment, ça touche les droits humains, parce que tout ça, ça entre dans la question des droits humains. D'autant plus que le handicap n'est qu'une question de droits humains. Donc, la réadaptation dans les politiques de santé, parce que qui parle de réadaptation parle d'abord de l'aspect santé. Donc, c'est un pilier important dans les programmes de santé. Un élément aussi, quand on parle de prévention, de soins, tout ça, ça entre dans les questions de soins de santé primaire. Une réponse vraiment aux maladies chroniques et un levier d'inclusion. Donc, vous aurez tout de suite la matrice qui a été visitée et revisitée par l'OMS. La matrice de l'OMS, c'est une matrice qui a été révisée non seulement par l'OMS, bien d'autres partenaires.
Donc, à travers la matrice de l'OMS, vous avez les questions de santé, la santé d'abord, la prévention, c'est important. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il y a aussi la réadaptation, parce que comme vous le savez, la réadaptation est globale. Vous avez les questions vraiment de kinésie et tout ce qui s'ensuit et jusqu'à l'appareillage même. Et les questions de suivi, je crois que c'est important. Et nous autres qui avons vraiment eu la poliomyélite très tôt, nous comprenons bien ces termes-là. Parce que pour la polio, il faut d'abord vraiment les questions de réadaptation, de kinésie, certaines interventions. Il y a tout un ensemble qu'il faut vraiment respecter et faire avant d'être même appareillé. Après l'appareillage maintenant, il faut des suivis et tout ça. Donc, je crois que c'est important. Ça, je donne l'exemple des handicapés moteurs parce que c'est l'exemple un peu que je connais le plus. Il y a l'éducation. Je crois qu'à part, après tout ça, il faut vraiment l'éducation. Et l'éducation aussi, elle est essentielle. Je crois que pour avoir des sociétés justes, de défendre les idéaux de leur pays, je crois qu'il faut une éducation. Donc, c'est essentiel. Et on peut parler ici d'éducation inclusive. C'est là aussi que vraiment actuellement, ce qui est plus actuel, mais il y a aussi l'éducation spéciale. Donc, il faut tout faire pour que les personnes handicapées puissent aller à l'école. Et je crois que dans cette matrice-là, la communauté doit travailler avec l'État, bien sûr, et tous les autres acteurs multisectoriels pour permettre vraiment une éducation de qualité. Il y a les moyens de formation professionnelle, l'emploi qui garantit la dignité. Donc, et tout ça aussi doit être travaillé au niveau communautaire avec les agents de l'État, bien sûr, et la communauté, tous les autres acteurs, pour vraiment permettre à toutes ces personnes handicapées-là d'avoir une formation professionnelle. Et pourquoi pas un emploi? Il y a le social, la protection sociale, les questions de prise en charge sociale, etc. Il y a aussi l'inclusion. Donc, je crois que ça, c'est un mot qui est très important pour nous. Et l'autonomisation, je crois que c'est que la personne handicapée ou bien la personne intéressée peut être l'acteur de son propre développement. Il faut développer le leadership, il faut le développement personnel, etc., etc. La RBC au Sénégal, la réadaptation à base communautaire au Sénégal. Nous avons la prévalence du handicap. Le dernier recensement donne un chiffre de 7,3%. L'autre recensement donnait un chiffre de 5,9%. Et je crois que on a vu tout dernièrement que les femmes sont larges, un peu plus nombreuses que les hommes et les handicaps est plus fréquent au niveau de la vision et de la mobilité. Ça, c'est des chiffres que nous avons tirés du dernier recensement. Certaines régions aussi présentent beaucoup plus de personnes handicapées. Nous avons la région de Ziguinchor avec la question des mines, etc. Le cadre institutionnel et juridique. Donc, actuellement, nous avons comme tutelle le ministère de la Femme, des Solidarités, de l'Action sociale. Mais à une époque très récente, on était au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est pour vous expliquer un peu vraiment l'instabilité institutionnelle qui a beaucoup marqué la Direction générale de l'Action sociale, qui a en charge les personnes handicapées. Et forcément, ça a eu un impact vraiment sur son fonctionnement. Mais on se réjouit beaucoup de la création depuis 2012 d'une direction générale parce qu'on était logé dans une seule direction, la direction de l'action sociale avec une seule division, la division des personnes handicapées. Donc, sur le plan institutionnel, quand même, il y a eu un effort et 2012 marque un tournant vraiment important. On ne peut pas faire une communication sur la RBC sans pour autant parler de la loi d'orientation sociale
et aussi de la convention. Parce que là, nous avons le cadre juridique. Et encore une fois, je l'ai dit au début, les questions de handicap, c'est des questions de droits humains. Donc, il faut avoir vraiment un cadre juridique bien en place vraiment pour vraiment développer la RBC. Donc, nous avons aussi les modalités de mise en œuvre. Donc, l'approche est multisectorielle. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la question du handicap est transversale. Donc, il faut une approche multisectorielle avec aussi l'implication surtout des bénéficiaires, les personnes handicapées, la communauté, les partenaires, les ONG, donc à travers aussi la mise en place surtout de comités RBC au niveau régional, départemental, communal et même plus local aussi. Pour les acquis de la RBC, on peut dire que sur le plan de la réadaptation, on dispose de centres de référence, d'autant plus qu'on parle de l'apport de la communauté. Donc, je crois qu'il faut ces centres de référence. Nous avons le CNAO, le Centre national d'appareillage orthopédique, qui est l'un des premiers centres, sinon le premier. Après, nous avons le centre d'Ali Boudabo. Donc, ça, c'est pour l'appareillage orthopédique. Nous avons aussi dans les structures sanitaires les services qui s'occupent de réadaptation, d'ophtalmo, de questions de surdité, etc., etc. Donc, nous avons aussi des CRAO, comme on l'appelle, des centres régionaux d'appareillage orthopédique. Nous sommes 14 régions, mais nous en avons dans 7 régions. Donc, l'autre élément, c'est inclusion sociale et éducation. Par rapport à l'éducation aussi, il faut dire que nous avons, depuis quelques années, expérimenté, surtout avec les partenaires au développement, l'éducation inclusive. Bien sûr, avec l'apport de l'État, l'accompagnement de l'État et son orientation. Mais nous avons eu surtout à l'époque les écoles spécialisées pour les personnes handicapées motrices. Nous avons Talibou Dabo, nous avons INEFJA pour les non-voyants, nous avons aussi le centre verbotonal pour les non-entendants et malentendants, etc. Donc, nous avons aussi, pour l'éducation inclusive, nous avons eu surtout l'apport de Humanité et inclusion, qui a été un peu le pionnier dans ce cadre-là, avec des écoles inclusives dans la zone sud, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, etc. Après, il y a eu plan international, etc. Après, il y a eu Side Savers à Dakar, dans la banlieue dakaroise et dans certaines régions. D'autres initiatives intéressantes se font avec d'autres partenaires. Nous avons un plan qui accompagne. Nous avons aussi d'autres partenaires qui accompagnent dans le domaine de la formation professionnelle. Et puis, un projet important de l'État qui est le projet Faire l'école. C'est vrai que j'aurais dû inviter Monsieur Sam qui a eu à piloter cet important projet. Donc, qui met l'accent sur... c'est une initiative communautaire, RBC, je peux dire, parce que dans les régions, nous avons des comités avec tous les différents acteurs, la communauté, etc., l'État, vraiment pour vraiment avoir des classes inclusives, des écoles inclusives. Donc, nous avons aussi dans le domaine de la formation professionnelle aussi, nous en avons eu, et puis il y a des placements au niveau de certains centres de formation, etc. Et nous avons aussi au niveau des sièges des organisations de personnes handicapées, qui sont la plupart du temps des centres de formation professionnelle pour renforcer les personnes handicapées dans plusieurs domaines. La mobilisation communautaire aussi est essentielle. Nous avons le rôle des relais
dans le domaine du handicap, c'est la famille. C'est la famille. Après, il y a la société, il y a l'État, etc. Mais la famille a un rôle extrêmement important. C'est pourquoi même dans les projets pour personnes handicapées, la plupart du temps, on inclut leur famille qui les aide. Des fois aussi, ils ont plus certains types de handicap, ont même plus de confiance en leur famille. Donc, je crois que là aussi, c'est important. Les leaders locaux, parce que dans la sensibilisation, les leaders locaux, les chefs religieux, etc., euh, les chefs coutumiers ont un message important à diffuser en ce qui concerne la sensibilisation. Nous avons aussi le partenariat. Il y a beaucoup de partenaires vraiment qui travaillent dans le cadre de la RBC, qui unissent leurs efforts avec la communauté et l'État pour que les conditions de vie, d'éducation, de santé, etc. des personnes handicapées soient améliorées. J'en ai cité peut-être que des partenaires qui je connais bien et qui ont vraiment beaucoup marqué le domaine des femmes handicapées, mais en général, il y en a beaucoup. J'ai quitté Humanité et Inclusion. Je suis membre du conseil d'administration de Humanité et Inclusion, dont le siège se trouve à Lyon. Il y a aussi International Budget Partnership. Il y a Oxfam, que beaucoup de personnes connaissent. Ceci, donc les Canadiens, Plan International, Sightsavers, etc. Donc, il y en a beaucoup qui travaillent avec les organisations et qui travaillent pour le renforcement des capacités aussi, ses partenaires et bien d'autres hein, vraiment accompagnent dans le domaine de l'inclusion, le renforcement des capacités, dans l'inclusion, le développement local inclusif, l'appropriation des lois, etc., etc. Là, je crois que c'est des détails que j'ai notés par rapport quand même à la capitalisation de la RBC, par rapport à l'État, surtout à la Direction générale de l'action sociale. Donc, ça, c'est des chiffres qui ont été fournis et des détails. De 2012 à 2020, donc, il y a un budget total de 2,7 milliards environ qui a été décaissé par l'État pour le programme national de réadaptation à base communautaire. Donc, c'est dur. Ces 8 années-là que nous avons. Il faut dire que ce programme, mais en 2012, comme je vous l'ai dit, puisque 2012 marque un tournant important dans le cadre institutionnel de la Direction générale de l'action sociale. Donc, ces chiffres-là relèvent de 2012. Et selon la matrice de l'OMS, et aussi selon les priorités de la Direction générale de l'action sociale, ce montant-là a été dépensé pour les domaines suivants: l'appareillage, la subvention aux organisations, parce que je crois que l'appareillage est extrêmement important, est un élément de la réadaptation, parce qu'il faut la prévention, après tout ça, il faut les questions de kinésie, les questions de soins, les interventions chirurgicales, et après tout ça, il faut se faire appareiller aux besoins. Donc, je crois que l'appareillage, et ça concerne l'appareillage auditif pour les personnes malentendantes. Il y a aussi les lunettes de correction, les cannes blanches, l'appareillage orthopédique, les aides techniques qu'on appelle actuellement les techniques d'assistance, la crème solaire aussi, c'est pour la réadaptation des albinos. C'est important pour leur coût. La subvention aux organisations, parce que les organisations de personnes handicapées jouent un rôle extrêmement important en tout ce qui concerne la défense de la cause des personnes handicapées, leur inclusion, leur bien-être, etc., etc. C'est pourquoi aussi dans le cadre on a besoin d'accompagner ces organisations-là pour que sur le terrain, elles puissent vraiment faire le travail qu'on attend d'eux. Il y a un minimum. Donc, c'est des subventions. Donc, tout ça, c'est le budget de la RBC. Il y a aussi la microfinance, l'emploi, à
travers donc des projets d'insertion, des projets générateurs de revenus, etc. Et sur le territoire national, parce que c'est pas seulement au niveau. Il y a aussi par rapport aux personnes handicapées des secours d'urgence. Parce que, comme vous le savez, certaines pathologies demandent vraiment des coûts. Certaines pathologies demandent des coûts, donc on a besoin des secours d'urgence et des soins médicaux coûteux. Donc, des fois, c'est pourquoi ça a été dans la matrice un peu de l'action sociale. Il y a l'appui scolaire aussi, parce que certains enfants handicapés vivent dans des familles vulnérables. Il faut quand même les accompagner, il faut accompagner les familles. Donc, c'est pourquoi aussi, il y a aussi la formation professionnelle et les stages. Donc, des fois, il peut arriver que des personnes handicapées veulent vraiment se spécialiser, ont besoin d'être accompagnés. C'est pourquoi aussi le budget de l'action sociale, avec bien sûr les partenaires, parce qu'au niveau local, etc., les partenaires font beaucoup d'efforts. Tout ce qui est socioculturel, ateliers, communication, conférences internationales. Là aussi, ce budget du programme RBC a accompagné les journées dédiées, la journée internationale des personnes handicapées, c'est pour bientôt le 3 décembre, et aussi la journée de la canne blanche, la semaine des sourds, etc., la journée de lutte contre la lèpre, etc. Tout ça aussi, c'est des journées que l'État, la DGAS, organise en concert avec les personnes handicapées, la communauté. Il y a le ciblage et les stratégies avancées. Parce que, comme vous le savez, avec la loi d'orientation sociale, il y a un article qui met bien l'accent sur l'égalité des chances. Les personnes handicapées, ils fondent un grand espoir. Et depuis lors, il n'y a pas eu un budget dédié pour la carte d'égalité des chances. Et il fallait que le programme RBC puisse soutenir cette carte d'égalité des chances. Et non seulement l'octroi de la carte, mais il y a eu même des stratégies avancées. Parce que certaines personnes handicapées sont dans des localités tellement éloignées qu'il leur est difficile de venir au centre pour vraiment se donner les informations pour l'octroi de la carte. C'est pourquoi les équipes sont obligées de faire des stratégies avancées, de descendre sur le terrain à un niveau vraiment plus communautaire, etc. Donc, il y a aussi les questions de logistique, parce que des fois, pour certains programmes, il faut vraiment de la logistique, des véhicules vraiment bien solides pour descendre au niveau des personnes handicapées et faire le travail nécessaire. Donc, je crois que c'est ce qui fait qu'il y a acquisition de véhicules. En ce qui concerne les véhicules, les défis, nous avons des défis persistants. Les données sont insuffisantes. Je crois que j'ai pas mis beaucoup de temps sur la question des données. J'ai donné les statistiques de l'ANSD, mais il fallait aussi les statistiques de l'OMS, les 15%. Et je crois que par rapport à ça aussi, il y a beaucoup à discuter. Et puis aussi, même les chiffres de 7,3%, les personnes handicapées vraiment réclament plus un ciblage en tout cas plus important parce qu'on dépasse vraiment ce chiffre-là. Mais il faut dire que c'est le Washington Group qui a été utilisé et c'est un outil tellement important, vraiment très intéressant, mais qui comporte quand même des insuffisances parce que certains types de handicaps tels que les albinos, les personnes guéries de la lèpre ne sont pas comptabilisés dans l'outil du Washington Group. L'insuffisance de budget, parce que si c'est pour 8 ans, de 2012 à 2020, il fallait 2,7 milliards et quelques. Je crois que ça, c'est insuffisant par rapport à tout ce que nous avons comme besoin par rapport à l'État. C'est vrai qu'il y a l'apport des ONG, des partenaires locaux, mais il faut dire que le budget devait être plus consistant par rapport à ça. Manque de dynamisme des comités RBC, parce qu'il faut dire que la RBC, c'est une stratégie.
Et ça repose beaucoup sur les comités RBC qui sont au niveau local, au niveau communautaire. Donc, je crois qu'il faut que ces comités-là vraiment puissent bien marcher. Donc, il y a vraiment dans certaines localités, la majorité même, le manque de dynamisme de ces comités, le manque de sensibilisation sur la question du handicap. Parce que l'insuffisance surtout, je peux dire, l'insuffisance. Parce que jusqu'à présent, il faut dire que certaines personnes ne sont pas assez sensibilisées au niveau de la communauté pour comprendre vraiment les enjeux, pour comprendre que les personnes handicapées, c'est des personnes comme les autres qui ont des droits, qui ont besoin tout simplement d'être accompagnées pour vraiment faire éclore leurs compétences. Je crois que là, c'est important et ça doit être un élément qui doit être en amont et en aval dans tout projet pour les personnes handicapées. Il y a aussi la forte dépendance des financements extérieurs. Des fois, quand un partenaire se retire, vraiment, on sent réellement qu'il y a un vide. On sent qu'il y a un vide. Les ressources humaines aussi insuffisantes. Je crois que là, on ne le dira jamais assez. Le nombre de rééducateurs est faible, de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, etc. Il y a même certaines spécialités qu'on en a ou bien qu'on a un très, très faible nombre. Donc, je crois que là aussi, on a besoin de ça. Donc, il faut vraiment continuer à renforcer. Les inégalités géographiques, j'ai dit tout à l'heure que sur 14 régions, 7 régions possèdent des CRAO. Et on parle de réadaptation à base communautaire. Je crois qu'il faut que certains besoins, certains services, on ne devrait pas avoir besoin de se déplacer ou d'aller d'une région à Dakar pour vraiment se faire appareiller, etc., etc. Donc, je crois que tout ça aussi, c'est ça. Je crois que là, c'est faible coordination intersectorielle. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des ONG qui interviennent dans le domaine de la réadaptation à base communautaire, parce que c'est ça, le handicap. Des fois, un partenaire peut venir et veut travailler d'une manière isolée avec les personnes handicapées, parce que c'est par rapport à ses objectifs, par rapport à ses cahiers de charges, etc. Alors que si tous les partenaires pouvaient ensemble travailler sur la question, là, ça permettrait d'être plus efficient et plus efficace par rapport aux interventions. Mais là aussi, même par rapport à certains ministères aussi, il faut beaucoup plus de coordination vraiment pour répondre même à l'esprit de la stratégie RPC et vraiment avoir des résultats plus probants. Donc là, j'avais parlé oui, je crois que j'avais parlé des défis. C'est ça, par rapport aussi au Washington Group, ces insuffisances. Il y a aussi vraiment manque insuffisance de sensibilisation. Il en faut, parce que jusqu'à présent, il y a des personnes qui méconnaissent. Donc, je crois qu'on a besoin quand même de les sensibiliser. Plusieurs actions stratégiques sont en cours, donc sur le plan des perspectives. Nous avons le renforcement de la production des données et on se réjouit que la Direction générale de l'action sociale a déjà signé avec l'ANSD une convention pour réaliser un recensement spécial sur les personnes handicapées. Je crois que là, ça a été une demande depuis très longtemps et nous comptons beaucoup sur ça pour avoir quand même des chiffres plus fiables qui nous permettent de travailler, qui nous permettent aussi de travailler sur des projets vraiment par rapport aux besoins réels des personnes handicapées, de planifier. Donc, c'est important. La redynamisation des comités RBC,
pour un meilleur fonctionnement et une meilleure efficacité. La DGS est en train de travailler sur ça, mais aussi les partenaires on est obligé de les sensibiliser sur ça, sur la question de la RBC, qui est une stratégie extraordinaire au niveau communautaire, qui permet vraiment d'autonomiser les personnes handicapées, les populations. Élaboration et finalisation, parce que cette année aussi, on doit le préciser, le programme national de la RBC n'a pas été financé ministère, au ministère, au niveau de la DGS. Ils sont en train sur un nouveau projet, beaucoup plus englobant, et qui va prendre en compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui concerne la production de la carte d'égalité des chances, certaines questions relatives à la loi d'orientation sociale, en plus maintenant de la RBC, de la stratégie RBC. Parce que sans financement, la stratégie RBC va continuer à être mise en œuvre. Il y a aussi c'est ça, l'importance quand même de sensibiliser les autres sectoriels sur la nécessité d'adopter la stratégie RBC. Donc, par rapport à l'inclusion, par rapport à l'action de la communauté et tout ça, je crois que là aussi, on a besoin de travailler davantage avec les sectoriels. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale aussi est en train de mettre en œuvre avec Global Partnership et l'OMS un projet qui cadre bien avec la RBC parce qu'il met en œuvre un projet d'amélioration de l'accès aux techniques d'assistance pour les personnes handicapées, incluant un volet spécifique dédié aux élèves. Donc, dans les écoles, il est prévu de travailler sur les questions de prévention concernant la surdité, les questions de vision. Donc, je crois que là, ça cadre vraiment avec la RBC et c'est un projet qui est actuellement en train de se mettre en œuvre. Et ce programme est financé pour un montant de 2 533 000 $ sur 3 ans. Donc, un important projet qui cadre vraiment avec la RBC. Donc, les autres recommandations, donc le suivi des recommandations de l'AMS par rapport à la réadaptation et par rapport à la couverture sanitaire universelle. Parce que le Sénégal a adopté en matière de santé, de prise en charge de la santé des groupes vulnérables, la couverture sanitaire universelle. Il y a une importante stratégie, mais qui a besoin d'avoir une communication encore plus englobante, qui prend en compte toutes les dimensions, parce que même certains bénéficiaires ne comprennent pas ce que la couverture santé universelle leur offre. Je crois que c'est important. La couverture santé universelle prend en compte la réadaptation. Ça a été une résolution de l'OMS depuis 2023. Mais il faut dire que ça demande un suivi. Il y a la prévention, il y a les soins, etc. Mais il faut dire que la réadaptation, il y a les soins et la réadaptation, mais il faut dire qu'il manque l'appareillage. Il manque l'appareillage. Et par rapport au budget que je viens de vous montrer, vous saurez nettement que c'est important, mais vraiment, c'est insuffisant par rapport aux besoins en matière d'appareillage. Les appareillages sont coûteux, il faut dire, et ça demande vraiment plus de fonds. Mais on se réjouit également du fait que l'action sociale est en train de mettre en œuvre un projet qui a commencé depuis 2024 jusqu'à 2026 et qui concerne l'appareillage. Donc, je crois que pour une question de durabilité, la couverture santé universelle devrait voir par quels moyens prendre en compte l'appareillage. C'est vrai que les questions de kinésie, les soins de santé sont pris en charge, mais il manque l'appareillage. Et la couverture santé universelle aussi
a des fois ses insuffisances, ses limites. Parce que des fois, on peut arriver et une structure vous dit que on n'a pas été payé, donc on ne peut pas vraiment vous prendre en charge. Donc, je crois que tout ça, c'est des limites. Le, il y a le renforcement de la formation et du recrutement. Développer les écoles d'éducation parce qu'un centre à Sali, mais avant cela, les rééducateurs étaient formés, les orthopédistes étaient formés soit à Lomé, soit en Allemagne. Donc, il manque vraiment, il y a un manque. Il y a d'écoles dans ce sens-là. Pour renforcer la formation des ressources humaines adaptées, créer aussi une unité de fabrique de crème solaire. Pourquoi pas? Ça, c'est pour la réadaptation de nos parents qui sont albinos. Ils ont besoin de la crème solaire. Donc, on peut, dans le cadre de la recherche, travailler sur des produits locaux adaptés, pas trop chers, mais qui peuvent vraiment, vraiment accompagner la peau de nos parents albinos. Il y a aussi l'extension des programmes, comme on l'avait dit par rapport aux défis. Priorité aux régions peu couvertes, celles n'ayant pas de chaos. Il faut, pour un financement durable, il faut que l'État, les collectivités locales, parce que là aussi, c'est très important. Et je crois qu'il y a un travail important de plaidoyer, de sensibilisation qui a été fait avec l'ONG IBP sur, par exemple, l'importance de prendre en compte les spécificités des personnes handicapées dans les budgets locaux, dans les budgets des collectivités territoriales. Par exemple, la prise en compte des femmes handicapées dans tout ce qui concerne les équipements pour les équipements pour l'accouchement, etc., etc. Donc, je crois que là aussi, c'est important. Il y a aussi la nécessité de travailler et de renforcer les mutuelles communautaires. On ne peut pas parler de ce thème de la RBC sans pour autant aussi parler d'innovation et de digitalisation. Je sais que la téléréadaptation se fait, les systèmes d'information communautaire. Pourquoi pas promouvoir la santé digitale? Actuellement, il y a en train, l'État, la société civile, on est en train de travailler sur les questions, même d'avoir une loi sur la santé digitale. Et là, c'est très important parce que ça permet de vraiment de réduire les problèmes de mobilité, de résoudre beaucoup de problèmes que les personnes handicapées rencontrent en ce qui concerne le déplacement pour leur santé, etc. L'utilisation des TIC aussi. Donc, la RBC est la promotion des droits humains. Je crois que, comme je l'ai lu tout à l'heure par rapport aux rubriques de la Direction générale de l'action sociale, la question du handicap est une question de droits humains. Donc, je crois que c'est très important que les associations puissent s'approprier. Le travail se fait, il y a beaucoup de formations, mais ce n'est jamais assez. Il y a même la présidente actuelle du comité des femmes que je vois dans le panel qui a été formée, donc qui est une formatrice en matière de droits des personnes handicapées. Je crois que là, c'est des initiatives importantes qu'on a besoin de former davantage. Il y a la maîtrise aussi des instruments juridiques existants, comme je l'ai dit. L'appropriation, s'approprier les ODD, pourquoi pas? Je crois que je l'ai dit par rapport à l'ODD qui parle de santé et bien-être. Ça intéresse la RBC. L'ODD qui parle de santé et bien-être, d'éducation, tous les ODD. Et même, j'y ai même ajouté l'ODD qui parle de, l'ODD 11 qui parle des villes viables, fonctionnelles, etc. et qui rejoint parfaitement tout ce qui est accessibilité. Donc, je crois que les ODD, c'est également pour nous, nous devons nous les approprier. La question du suivi-évaluation, c'est vrai par rapport au programme de la RBC, de l'action sociale. J'ai pris les données j'ai pu avoir les données de 2012 à 2020, mais le programme pilote a commencé en 2006. Donc, je crois que c'est important qu'il y a actuellement
un document de capitalisation qui a été fait. Mais je crois que c'est toujours très important vraiment de faire un suivi, d'évaluer des programmes importants de ce genre. L'important aussi de la prise en compte des questions de genre et surtout adopter l'approche intersectionnelle dans les programmes RBC. Je crois que la femme handicapée, on a vu tout à l'heure que le nombre de femmes est un peu plus élevé que celui des hommes, mais les questions, les préoccupations, les besoins des femmes handicapées encore sont aussi plus nombreuses que ceux des hommes en raison de leur état de femme et de leur état de personne handicapée. Et ça demande aussi des mesures spécifiques, une prise en compte spécifique dans tous ces programmes-là. Donc, en matière de conclusion, je dirais que la stratégie RBC au Sénégal dispose d'acquis réels, parce que à travers tout ce que je viens de dire, et tout ce qui se fait aussi au niveau local, communautaire, parce que c'est vrai que j'ai pas pris les région par région, mais je crois qu'il y a des partenaires spécifiques, la Direction générale de l'action sociale avec les personnes handicapées et tous ceux qui en ont besoin. Mais il faut dire qu'il y a des acquis réels, mais les défis restent encore nombreux. Et à ce niveau, en renforçant la coordination, les ressources, c'est important, et la participation communautaire, le programme RBC, le pays, donc à travers le programme RBC, pour consolider les acquis et bâtir une approche durable et inclusive du handicap basée sur la promotion des droits. En résumé, l'avenir de la stratégie RBC dépendra de l'engagement accru de l'État, des collectivités territoriales, des ONG, des communautés, mais surtout des personnes handicapées qui sont les véritables bénéficiaires, les véritables concernés. Je vous remercie vraiment de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, Madame Gay, pour cette présentation à la fois riche et alléchante. Je tiens à rappeler que votre présentation nous a permis d'avoir beaucoup d'informations, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, de la mise en œuvre de la réadaptation à base communautaire au Sénégal. Maintenant, nous allons commencer notre seconde partie de la présentation. Il s'agit d'une séance de questions-réponses d'une durée de 30 minutes. Je rappelle que les intervenants peuvent poser leurs questions sur le chat. S'il y a aussi des intervenants qui souhaitent s'entretenir directement avec Madame Gay, elles peuvent lever la main. Après, le modérateur que je suis sera chargé de vous donner la parole. En attendant, Madame Gay, j'ai 2 à 3 questions pour vous. Oui. Allez-y. Oui, oui. Bon. La première question est la suivante. Quelle innovation avec S ou pratique avec S, prometteuse pourrait améliorer la RBC au Sénégal dans les années à venir? C'est la première question. Je prends les 3 ou bien je réponds? Oui, cela dépend de vous, hein. Si vous voulez, vous pouvez répondre question par question ou bien prendre un certain nombre de questions et répondre. Allez-y pour la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, vous conviendrez avec moi que la RBC a aussi des limites et des défis au Sénégal. Donc, quelles leçons tiriez-vous des échecs
ou des projets RBC moins réussis dans certaines régions du Sénégal? La RBC a des limites. Pour la deuxième question. Oui, pour la deuxième question, Okay. je dis que Mhm. la RBC, bon, bien que la RBC a produit voilà, certains résultats probants en faveur des personnes en situation de handicap, elle a aussi certains manquements qu'on peut Mhm. juger comme des échecs ou bien des limites. Maintenant, Mhm. quelles leçons tiriez-vous des échecs ou des projets RBC moins réussis dans certaines régions du Sénégal? Dans, cer- dans certaines régions du Sénégal. D'accord. D'accord, pour l'instant, je pense que les deux questions, c'est bon. Oui, la première question, c'est quelle innovation vous dites pour améliorer la pratique de la RBC au Sénégal? Je crois que j'ai parlé de, hum, j'ai parlé de la santé digitale. Je crois que c'est très important euh, que les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité, qui ont des problèmes pour vraiment tout le temps aller se faire traiter et aussi qui ont des pathologies. La plupart du temps, ont des pathologies qui sont liées à leur handicap. Je crois que, je crois que ces personnes-là, si la santé digitale pourrait se pratiquer comme il faut, ça les arrangerait quand même. Euh, L'autre question aussi, c'est les questions de technologie de l'information et de la communication. Des fois, les personnes handicapées ont besoin de, la plupart du temps, c'est des personnes qui ont besoin quand même, qui réclament leurs droits. Donc, quand il y a un programme qui est conçu pour eux, euh, ils font leur demande, ils signent, ils font tout pour aller déposer. Donc, je crois que avec les technologies, si on peut digitaliser vraiment le service administratif, donc ça participe à les accompagner. Sans compter aussi, euh, sans compter les autres points aussi, par rapport à ce que les différents partenaires puissent travailler en synergie au profit donc de ces programmes-là. Parce que des fois, les gens travaillent d'une manière isolée. Il y a un, même sur la pratique de l'éducation inclusive, il faut dire que on n'a pas une véritable mise à niveau. Des fois, on travaille, on adopte cette stratégie pour l'éducation inclusive, tel partenaire, tel partenaire. Je sais que l'État est en train quand même, le ministère de l'Éducation nationale est en train de faire des efforts pour vraiment mettre à niveau vraiment cette pratique-là de l'éducation inclusive. Donc, je crois que par rapport à tout ça, et puis aussi les services de l'État. Les services de l'État doivent être mieux informés, mieux sensibilisés sur la pratique de l'éducation inclusive. Parce que s'il y a déjà des cadres, des comités RBC, moi je me dis que même s'il y a un autre programme qui vient et concerne les personnes handicapées, on n'a pas besoin de créer un comité sur l'éducation, etc. On doit renforcer ce qui existe déjà. Je crois que tout ça aussi, ça permet quand même de résoudre ces problèmes. Ça, c'est la première question. La RBC a des limites, euh, donc certains manquements
quelles leçons à tirer des échecs dans certains programmes. Ça, c'est vrai. Je crois que la RBC, c'est une stratégie et c'est une œuvre humaine, donc elle n'est pas parfaite, mais elle a quand même beaucoup d'acquis, beaucoup d'avantages. Donc, par rapport à ces programmes sur le terrain, je crois que c'est très important l'aspect imprégnation. Il faut d'abord, parce que des fois aussi, certains partenaires ont des idées, ont des cahiers de charges par rapport à leurs bailleurs, et des fois, ils veulent coûte que coûte mettre en œuvre certains projets. Donc, moi, je me dis qu'ils doivent s'aligner davantage, doivent venir s'aligner davantage sur les besoins réels, les préoccupations spécifiques des personnes handicapées, des personnes qui en ont besoin. Et par rapport à ça, trouver des stratégies, des activités, etc., etc. Parce que des fois, les partenaires viennent et ils ont un thème qui leur est cher. Ce thème peut ne pas tellement intéresser les personnes handicapées, ou bien même ce thème peut ne pas être la préoccupation spécifique. Donc, je crois que dans des cas pareils aussi, des fois, on ne peut pas dire que le projet peut avoir des échecs, mais je crois qu'il faut s'entourer de toutes les garanties nécessaires pour voir que si on met en œuvre le projet aura plus de chances de réussir. Donc, ça, c'est un. L'autre élément aussi, c'est l'implication de la communauté, parce qu'on parle de RBC. Donc, je crois que la communauté a son mot à dire. La communauté doit accompagner. Donc, parce que si la communauté s'approprie le projet, dans tous les cas, même si les personnes handicapées ne sont pas présentes, la communauté sera en mesure de défendre leurs préoccupations dans peut-être d'autres instances. Donc, moi, je me dis que l'implication de la communauté doit être effective. Doit être effective. Donc, dans certaines régions aussi, je crois, on a besoin aussi de faire l'étude de terrain et de mettre l'accent sur les besoins réels. Des fois, les partenaires viennent avec le cahier de charge. Des fois aussi, et travailler pour le fonctionnement des comités RBC qui portent ces besoins-là du financement de l'action sociale. On ne sent pas la fonctionnalité des comités RBC. Et ce sont ces comités-là qui portent le programme au niveau communautaire. Donc, je crois que Bon, nous nous excusons. Madame Gay a un petit souci avec sa connectivité. Je pense ah bon? qu'elle sera de... Oui. Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord, oui. Oui, donc je crois que c'est un peu, peut-être j'ai touché à la touche. Donc, c'est pour dire que, Pape Samba, je crois que la première question, vous m'avez entendu. Pour la deuxième question, je crois qu'il faut qu'on mette l'accent sur les besoins des personnes handicapées. Il faut l'appropriation par la communauté, parce que l'appropriation par la communauté permet non seulement de trouver des ressources locales, mais elle permet aussi de résoudre certains problèmes dans la mise en œuvre des programmes. Donc, je crois que là aussi, c'est très important de tenir compte des partenaires qui viennent avec des agendas tout faits, mais aussi il faut que la communauté s'approprie les programmes, parce que ça permet à la communauté de trouver des ressources locales, mais aussi de résoudre les problèmes inhérents qui peuvent exister dans la mise en œuvre de tout projet. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une question de Monsieur Insa Diop. Elle est la suivante. Doit-on arriver par le biais de la carte de l'égalité des chances
à la discrimination positive des personnes handicapées dans la nouvelle politique éducative de l'État, dans leur admission, dans leur admission dans les l'INAC, qui sont des écoles d'excellence dans presque toutes les régions du Sénégal. Je répète sa question. La carte, Doit-on oui. arriver par... Bien, c'est bon. Allez-y. Oui. Bon, pour résumer sa question, bon, c'est est-ce que, voilà, avec la carte d'égalité des chances, la discrimination positive, on pourrait avoir des personnes handicapées, être, je ne dirais pas privilégiées, mais voilà, être discriminées de façon positive pour intégrer les lycées, des écoles comme les lycées d'excellence. Est-ce qu'il ne faudrait pas promouvoir voilà ce genre de politique en substance? Merci beaucoup. Je crois que la carte d'égalité des chances, comme on l'a dit dans la loi d'orientation sociale, c'est un point tellement important, c'est un article très important parce que comme le nom l'indique, ça permet une égalisation des chances. Quand on parle d'une égalisation des chances, on peut dire que on cible, c'est vrai que la carte cible toute personne handicapée parce que déjà c'est la première fonction de la carte, c'est une fonction d'identification. La carte devrait permettre vraiment de connaître le nombre de personnes handicapées que nous avons au Sénégal. Ça, c'est un. Le deuxième point, c'est la carte doit offrir des services aux personnes qui en ont besoin. Ça, c'est important. L'identification, c'est toutes les personnes handicapées, mais les services, c'est aux personnes qui en ont besoin. Et là, c'est important par rapport à ça. Les personnes qui en ont besoin doivent bénéficier de services en matière de santé. C'est pourquoi on parle d'enrôlement. C'est pourquoi on parle d'enrôlement des personnes handicapées dans la couverture sanitaire universelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la couverture sanitaire universelle permet de prendre en charge sur le plan santé les personnes vulnérables, dont les personnes handicapées. Donc, il y a la prise en charge de la santé, il y a la prise en charge de l'éducation, l'accompagnement pour l'éducation, la formation, etc. Le transport, parce que ça, c'est un véritable problème pour les personnes handicapées. Donc, plusieurs services qui sont offerts par la carte, mais pour les personnes qui en ont besoin. Donc, moi, je me dis que si la carte, parce que la carte aussi, comme on l'a dit, a ses limites, parce que tous ces services-là ne sont pas encore offerts. C'est vrai que près de 100 000 et quelques handicapés, à ce jour, sont enrôlés, bénéficient de la carte plutôt. Près de 100 000 et quelques handicapés bénéficient de la carte. Et à travers l'exposé, on a su que 7,3% des personnes au Sénégal sont des personnes handicapées. Donc, plus d'1 million sont des personnes handicapées. Donc, si on en est à 100 000, 126 personnes handicapées, c'est dire que ça va vraiment en dessous de ce que nous avons besoin. Ça va en dessous. Donc, ce qu'il faut, c'est que il faut
augmenter, il faut vraiment plus d'efforts dans ce cadre. C'est pourquoi on a parlé de stratégie avancée. Donc, mais je me dis que si les personnes handicapées, si tous les élèves handicapés parviennent à être bien accompagnés, ils ont besoin de cet accompagnement pour une égalité des chances. Une personne qui se déplace difficilement, qui a son intelligence mais a besoin d'être accompagnée pour aller à l'école, a besoin d'une chaise roulante ou bien de techniques d'assistance, etc., etc. Donc, ou même une personne aveugle qui a besoin quand même d'un assistant en ce qui concerne ses devoirs et tout ça. Je crois que cette personne, si on parvient à l'accompagner, à faire éclore ses compétences, son intelligence, jusqu'à ce qu'elle puisse accéder à un lycée d'excellence, mais on ne demande pas plus. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que c'est des personnes intelligentes, qui ont des compétences, mais qui ont besoin d'être accompagnées. Vous avez parlé tantôt de discrimination positive. Moi, à chaque fois, je parle moi d'actions positives. Il faut des actions positives pour les accompagner, leur permettre d'accéder au même niveau que les autres, à un même niveau d'égalité des chances. Je crois que là, c'est très important. Pourquoi pas? Si on parvient à avoir d'autres, des élèves handicapés, des étudiants à un niveau d'excellence, comme le jeune l'avait fait cette année-là, Pape Nata Gombaï l'avait fait, je crois que nous, la RBC doit dénicher des jeunes de ce genre, les accompagner, faire éclore leurs compétences. On a besoin d'être accompagnés pour vraiment nous permettre d'éclore nos compétences, nos connaissances. Je crois que là, c'est important. Donc, je crois que la RBC, parce que ça permet au niveau communautaire de déceler ces jeunes-là, de savoir ce qui est nécessaire, de les accompagner. Pourquoi? Pour que leurs compétences puissent éclore et qu'on puisse avoir, pourquoi pas, comme les autres, des jeunes très excellents, pourquoi pas. Donc, je crois que là aussi, c'est important. Et nous devons même travailler pour ça. Nous devons travailler sur ça. Merci. Merci beaucoup. Madame Gay? Oui? Oui. Ma question est la suivante, et vous l'avez un peu tantôt brossé. Quels sont les principaux freins culturels ou sociaux qui empêchent l'adhésion complète des communautés à la RBC? Ah, mais il peut arriver parce que il y a des personnes qui, à mon avis, hein, ça m'engage, mais je crois que il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ne s'approchent pas tellement aux personnes handicapées, par rapport surtout aux préjugés. Il y a des préjugés qui font que certaines personnes je ne dis pas ne fréquentent pas, mais n'ont pas tellement de rapport avec les personnes handicapées. Ça peut arriver parce qu'il y a des personnes qui, tu sais, ils sont naturellement pleins de préjugés. Parce que si je prends par exemple le cas des femmes handicapées, il y en a des femmes handicapées qui, certains hommes ne veulent pas, les aiment bien, mais ne veulent pas les marier, tout simplement, parce que leur famille ont des préjugés par rapport à ça. Ils ne veulent pas que leur enfant, leur garçon, marie une femme handicapée. Ça, c'est réel et vérifié. Il y a des personnes aussi qui, même pour donner un exemple, qui, par exemple, le matin de bonne heure pour aller travailler ou bien pour faire un examen, quand ils rencontrent une personne handicapée, ils se retournent subitement parce qu'ils se disent que ces personnes-là, vraiment, ne portent pas bonheur, etc., etc. Donc, ça, c'est des préjugés. Des personnes de ce genre
il leur sera un peu difficile de travailler avec les personnes handicapées. Et ça existe surtout par rapport aux femmes, aux belles familles. Vraiment, il y en a surtout aux femmes, hein. C'est dommage, mais il y a des belles familles où les belles-mères, les belles-sœurs ne veulent pas que leur enfant, leur garçon marie une femme handicapée. C'est pourquoi, quand je parlais tout à l'heure des problèmes, je vous ai dit que les problèmes, c'est encore plus accentué au niveau des femmes, parce que les préjugés là-bas encore sont plus accrus au niveau des femmes. Et là, ce ne sont que des préjugés, hein, parce qu'il y a des femmes handicapées qui sont mariées, qui mènent leur ménage comme il le faut, qui ont leurs enfants, etc., etc. Donc, je crois que tout ça, ce ne sont que des préjugés. Parce qu'avoir la femme handicapée, des fois, les gens se disent dans leur tête que celle-là, elle ne pourra pas faire ça. Elle ne pourra pas faire ça. Donc, on ne met l'accent que sur la déficience, sur le manque, alors qu'on devrait mettre l'accent sur ce que cette femme-là peut faire et l'accompagner davantage pour qu'elle puisse réussir. Donc, ça, c'est la réponse quand même que je voulais apporter. S'il y a au niveau de l'équipe des personnes qui peuvent quand même apporter leur contribution, on est là. J'ai une autre question. Moi, j'aimerais contribuer. Ah, d'accord. C'est Madame. Ah bon, je ne sais pas si j'ai la parole. Oui. Oui, vous avez la parole. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci, Madame Dieng Daidag, la présidente d'honneur du CFOSA. Merci également et félicitations pour l'économie de votre présentation qui a été très claire. Je voulais seulement contribuer au niveau de l'égalité de chance surtout et les préjugés négatifs. Par rapport à l'égalité de chance, je pense que vous avez même parlé de discrimination positive. Et je pense que ce n'est rien d'autre que des actions positives pour égaliser les chances entre les personnes handicapées et les personnes dites normales. Vous m'excusez, hein, je suis sur la route. Peut-être qu'il y aura du bruit. Ce n'est que, comme je l'ai dit, hein, des actions positives. Parce que souvent, on nous dit que la discrimination n'est pas positive. La discrimination ne peut pas être positive. Nous sommes parfaitement d'accord. Et avec l'évolution des termes même, nous avons les actions positives. Et le fait d'égaliser les chances entre les personnes handicapées et les personnes dites normales, comme on dit, je pense que c'est de poser des axes positifs, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'emploi. Parce que souvent, on dit que les façons de discrimination, il y en a plein. Vous pouvez me faire une discrimination directe, c'est-à-dire que l'organisation ou bien un partenaire organise une réunion. Au 3e étage, il n'y a pas de rampe ni accessible. Et je suis venue en fauteuil roulant. Dans ce cas, je suis discriminée directement. Et maintenant, pour les autres cas de discrimination, ça peut être lié au handicap. Il y a même des personnes handicapées et des personnes valides qui vous disent que le matin, quand vous voyez une personne aveugle, une personne qui boite, ça te porte malheur avec la culture et autres. Donc, je pense qu'il faut poser des actions positives. Parler d'égalité de chance surtout, que ça soit l'éducation, que ça soit dans le domaine de la santé avec nos problèmes d'inaccessibilité des infrastructures publiques. Parce que souvent, on se sent discriminé par rapport à ce qui est présent. Par rapport aux préjugés négatifs également, je pense que ça, il faut un changement de comportement avec la société, avec les communautés. Il faut un changement de comportement. Il faut que le handicap, la dimension handicap soit intégrée dans même le domaine de l'éducation, faire de telle sorte que les enfants qui jouent puissent identifier que même une personne handicapée fait partie des personnes, hein, parce qu'on met l'accent sur la personne au moins. Même l'enfant de 6 ans qui doit jouer doit avoir une poupée handicapée pour savoir que une poupée handicapée, une poupée qui va lui permettre de savoir que cette personne handicapée, il y a une réalité, il y a une valeur pour ça.
Et je pense que ces préjugés négatifs, c'est à nous de cultiver, de mettre ça dans nos habitudes quotidiennes, surtout, pour qu'au moins les gens soient habitués et non seulement puissent faire l'égalité de chance une réalité, et surtout intégrer la dimension handicap dans toutes les politiques et les programmes de développement. Parce que nous avons le droit à la participation. Merci encore une fois de plus à la présidente, Madame Gué, et merci à toute l'Assemblée. Merci beaucoup. D'accord. Il y a une main. Est-ce que je peux prendre la parole? C'est Yacine Koné. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup et félicitations à notre présidente d'honneur. Et je vous signale qu'elle a été mon mentor et toujours elle est mon mentor. Si je suis arrivée à ce niveau, c'est grâce à elle. Je la félicite très bien. En tout cas, elle a fait un tour d'horizon, ce qui est par rapport à la RBC. Et elle l'a bien fait et on a bien compris. Bon, Khadi a, tout ce que j'ai voulu dire, Khadi l'a déjà fait, mais moi, je veux intervenir par rapport, parce que moi, je pense que par rapport au problème du handicap, la personne handicapée, hier, j'ai été à par exemple, une sensibilisation au sein d'une école, d'un collège CM. On les sensibilise par rapport à l'éducation inclusive, surtout les déficients auditifs. Mais on a eu à sensibiliser les enseignants. Mais quand on leur a posé, c'est quoi le handicap, ce que j'ai entendu, bon, j'ai un peu tiqué. En tant qu'intellectuel, ils pensent que les personnes handicapées, c'est des personnes qui souffrent. Et c'est des personnes, comme ils disent en Wolof, nous manquent. Nous manquent. J'ai entendu tellement de choses, des personnes qui souffrent, des personnes qui sont malades, et venant des intellectuels, des enseignants, ça me fait tiquer. Hein. Et je me suis dit que, mais pourquoi pas, je ne sais pas. Et au sein de notre ministère, au niveau de l'éducation, au sein aussi de la DGS, est-ce qu'il ne faudra pas changer, faire des sensibilisations par rapport au handicap? Parce que la base de tout, c'est que la population ne comprenne pas les personnes handicapées. Eux, ils voient que l'handicap. Alors que ça n'a rien à voir. Comme Khadi l'a dit tout à l'heure, on ne dit pas des personnes vivant avec un handicap. La personne handicapée, on dit la personne handicapée ou on dit une personne en situation de handicap. Mais ce que j'ai entendu hier, ça ne m'a pas fait mal. Je sais pas, parce que au début de nos associations, on faisait des sensibilisations. On partait dans des quartiers, on sensibilisait les personnes par rapport aux personnes handicapées. Par rapport à tout. Mais maintenant, bon, les choses, on peut. Si on en est arrivé là, aujourd'hui, on est avec des bailleurs, on met en œuvre des projets sur l'éducation, sur beaucoup de choses. Mais c'est grâce aux sensibilisations que les personnes qui ont été à la base ont fait pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Moi, je me dis que est-ce qu'il ne faudrait pas encore continuer les sensibilisations que nous faisions dans nos associations pour sensibiliser la population? Parce que pour que le handicap ne soit plus un handicap, il faut la sensibilisation. Il faut que les autres personnes, à tous les niveaux, puissent comprendre c'est quoi le handicap. Que ça n'a rien à voir avec la déficience. C'est des personnes comme toutes les personnes. Il faut rendre tout ce qui est accessible, les rendre accessibles, permettre à toutes ces personnes, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, qu'ils puissent avoir tous les services pour que vraiment le handicap, qu'on mette, par exemple, qu'on rend tout accessible pour que le handicap, vraiment, la personne ne souffre plus de handicap. Moi, c'est ce que je voulais dire. Mais par rapport à l'intersectionnalité aussi, si nous voulons aussi que les personnes handicapées puissent arriver à apprendre, à avoir des services au niveau de la santé, à tous les niveaux, il faut l'approche intersectionnelle. Parce que on a eu à faire beaucoup de choses. Par exemple, si je prends l'exemple de l'éducation nationale, parce qu'il y a eu beaucoup de déperditions scolaires. Et Humanité Inclusion a mis un paradigme HGA, ça veut dire
handicap genre et âge. C'est-à-dire il y a 3 facteurs de vulnérabilité. On est handicapé, on est des femmes ou des filles, et on est des femmes. L'âge, ça peut être une petite fille de 8 ans, parce que la petite fille de 8 ans, ses problèmes, ses préoccupations ne sont pas les mêmes avec une femme handicapée de 25 ans ou de 60 ans. À tout âge, il y a des solutions qui s'adaptent à l'âge. Par exemple, quand je prends l'éducation, la fille là, il y a 3 facteurs de vulnérabilité que j'ai évoqués tout à l'heure, mais il y a l'éloignement qui est un facteur de vulnérabilité, parce que si la fille habite un peu loin de l'école, ses parents n'ont pas les moyens, ça veut dire qu'il y a un autre facteur qui intervient, c'est un facteur économique. Donc l'élève ne pourra pas aller à l'école, suivre l'école normalement. Donc, il y a 5 facteurs de vulnérabilité que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, pour que cette petite fille-là puisse aller à l'école, suivre à l'école et continuer, pour qu'il n'y ait pas de déperdition scolaire, là, il faut régler tous ces facteurs de vulnérabilité que j'ai cités là. Et là, on doit réfléchir à chaque fois pour les femmes handicapées, voir les facteurs de vulnérabilité qui empêchent à cette femme ou fille ou jeune fille d'avancer dans son domaine. C'est tout ce que j'ai voulu ajouter par rapport à tout ce que j'ai dit. Et merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà. Pouvez-vous désactiver la vidéo, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour votre intervention. On sentait que c'était une intervention qui venait du cœur et même du fond du cœur. Et ça s'est transmis aussi naturellement aussi. Donc, nous allons à présent donner la parole à Madame Gay parce qu'il est déjà l'heure afin qu'elle puisse faire une conclusion et nous donner aussi son mot de la fin. Madame Gay. Merci beaucoup, Pape Samba. Merci vraiment pour toutes ces différentes interventions des membres du comité des femmes. Donc, on sent vraiment leur engagement qui est constant. Et je crois que par rapport à la RBC, d'où l'importance de la RBC. Yacine parlait tout à l'heure des personnes qui méconnaissent vraiment ce que c'est que le handicap. Hadi parlait également de préjugés, tout ça. Je crois que ça, si on veut résoudre ça, c'est surtout au niveau communautaire. On doit vraiment mettre en œuvre la RBC. Parce que quand on commençait, nous, les organisations, Yacine l'a dit, on allait dans les quartiers, on sensibilisait les gens, etc., etc. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Maintenant, les gens pensent à l'aspect économique, à l'emploi, à la formation. Mais je crois que la sensibilisation, elle est importante, le changement de comportement. Et il faut de la communication, comme vous l'avez si bien dit. Il faut communiquer dans tous les projets pour personnes handicapées, que ce soit l'éducation, la santé, l'emploi, et que ce soit n'importe quel partenaire. On a besoin d'avoir un bon volet communication, sensibilisation pour un changement de comportement. Et aussi au niveau de la base, on doit davantage travailler et mettre l'accent vraiment sur les exemples qui peuvent amener les autres à comprendre que c'est possible. À travers l'élève là, Pam Natago, je crois que tous les gens de son entourage savent que c'est bien possible. C'est une personne lourdement handicapée, vraiment, qui a pu, avec un accompagnement tant soit peu, faire des efforts aussi considérables. Il y en a aussi d'autres, comme vous qui avez venu de parler. Donc, je crois qu'on a besoin aussi de prêcher par l'exemple, de montrer que c'est bien possible. Les personnes handicapées sont là, mais il est bien possible qu'elles réussissent. Il suffit de les accompagner, avoir des actions positives, vraiment, pour qu'elles puissent éclore tout ce qui dort en elles. Je crois que là, c'est important. Remercier vraiment Pape Samba et le laboratoire pour ces rencontres, vraiment, qui ne font que
éclairer davantage la communauté. Remercier vraiment tous les amis et collègues que j'ai vus au niveau des participants qui ont voulu vraiment participer malgré leur agenda très chargé. Donc, et vous dire que vraiment nous sommes là parce que c'est pour la bonne cause. Nous sommes là vraiment pour accompagner peut-être dans d'autres domaines avec les autres collègues. Merci, que le plaidoyer, que la sensibilisation continue. C'est pour la bonne cause. Merci. Merci beaucoup pour votre brillante présentation et aussi pour les réponses éclairées aux inquiétudes qui ont été soulevées par les différents participants. Ce séminaire nous a permis de lever le voile sur les acquis qui ont été réalisés à travers le programme de réadaptation à base communautaire. Également, il nous a permis de voir les défis qui persistent avec la réadaptation à base communautaire au Sénégal, mais également à travers l'intervention de Madame Gueye, les perspectives ont été dégagées, des perspectives qui permettront de mieux rendre effectif plutôt la réadaptation à base communautaire pour une prise en charge effective des droits des personnes handicapées au Sénégal. Donc, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Madame Gueye, merci beaucoup et merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Félicitations à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Merci, Madame Gueye. Et félicitations encore.